Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. La troisième étoile ne sera pas sur le maillot français, mais sur celui des Argentins, vainqueurs au terme d'un match fou de la Coupe du Monde de football qui se terminait dimanche au Qatar. Voilà pour le sportif, qui l'a clairement emporté au vu des 24 millions de téléspectateurs enregistrés sur TF1 pour cette rencontre, un record historique. Le boycott, qui a tant fait débat, a vécu, même si certains auront bien ignoré ce mondial de la honte jusqu'au bout. Corruption, esclavagisme, non-respect des droits humains, aberration environnementale, la liste des points noirs n'est pas anodine. Elle avait d'ailleurs été développée dans la Provence en amont de la compétition et rappelée ce lundi matin par le chef adjoint du service des sports Alexandre Jacquin. Elle n'a pas été occultée non plus par notre journaliste Fabrice Lamperti, qui a passé un mois à Doha, pas seulement dans les stades. On revient avec lui sur son vécu, son ressenti, dans ce nouvel épisode de Bande passante. Petite précision avant de commencer, cet épisode est un peu particulier puisqu'il a été enregistré à distance en 2 temps, pour l'essentiel dimanche à quelques heures de la finale, en liaison avec le Qatar, puis lundi, entre 2 avions pour rentrer à Marseille, Fabrice Lamperti devant boucler rapidement ses articles pour le lendemain, dimanche soir. Dimanche, 14h, heure française donc. Fabrice, vous êtes actuellement au centre des médias avant de rejoindre le stade de Lusail. D'où ce brouhaha autour de vous? Ça fait 1 mois que vous êtes à Doha. Le temps de s'acclimater ou de se lasser? Au bout d'un mois, on se lasse un petit peu quand même, parce que ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on a quitté sa ville, qu'on a quitté les siens. Même si c'est vrai qu'après on est pris par le rythme de la compétition, on est pris dans une espèce de tourbillon, un tourbillon de match, un tourbillon de travail, parce que pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, tout se passait sur place quasiment. Donc ça fait que j'ai pu voir un match par jour. Donc c'est quelque chose qui est du jamais vu jusqu'à présent. Avant on pouvait voir un match tous les 3 jours seulement, et encore il fallait faire beaucoup de distance, beaucoup de kilomètres. Et du coup c'est vrai que quand on aime ça, c'est plutôt appréciable et agréable. Comment s'organisent vos journées? Ça dépend des journées, s'il y a des matchs ou pas. Ça peut commencer très tôt avec des conférences de presse. Par exemple, je vais prendre l'exemple sur la journée d'hier. Hier, on était donc en présentation, en veille de finale de la Coupe du Monde. La journée a commencé à 11h30, parce qu'à 11h30, il y a eu la conférence de presse de Hugo Lloris, qui a été suivi par celle de Didier Deschamps. Et puis après, une fois que ces conférences de presse sont terminées, ça a duré une demi-heure environ. Et après, il faut prendre le temps d'écrire les articles. Comme on était à la veille de la finale, on a eu une pagination assez particulière, beaucoup plus enrichie que ce qu'on a pu avoir au cours des matchs précédents. Du coup, hier, ça a été de 11h30 du matin jusqu'à 23h, 23h30. Ça fait une bonne petite journée de 12 heures à peu près. Vous êtes en lien permanent avec le service des sports? Oui, bien sûr, on se parle quotidiennement, plusieurs fois par jour. Déjà dès le matin pour définir les sujets qu'on fera dans la journée et qu'on publiera le lendemain. Et puis après, tout au long de la journée, parce que un journal, ça vit, ça bouge en permanence selon l'actualité, parce que des fois on est rattrapé par celle-ci avec des petits événements, des forfaits ou des personnes qu'on veut en interview qu'on n'a pas, ou au contraire des personnes qu'on a eues et qui n'étaient pas prévues au départ. Par exemple, le jeudi, j'ai rencontré Yuri Djorkaeff, ce qui n'était pas prévu, mais que ce soit par téléphone ou grâce aux nouvelles technologies, sans sa WhatsApp par exemple. On est en lien permanent tout au long de la journée, du matin jusqu'au soir. Vous échangez aussi beaucoup avec les autres journalistes sur place? Oui, moins que lors des Coupes du Monde ou des Euros précédents, pour la bonne et simple raison qu'avant, on était tous plus ou moins logés dans les mêmes hôtels. Là, à Doha, ça n'a pas été possible. Du coup, tout le monde est un peu dispatché, tout le monde est un peu disséminé aux 4 coins de Doha, qui est une ville très étalée, qui est une ville très grande, qui fait entre 2,5 millions et 3 millions d'habitants, mais surtout qui est vraiment très vaste. Donc ça fait qu'on se voit un petit peu moins qu'auparavant, où avant, en fait, si vous voulez, on se croisait dès le petit déjeuner, on pouvait se croiser. Là non, cette année c'est un peu plus complexe, mais bon, après, comme moi personnellement, j'aime pas trop travailler dans ma chambre d'hôtel, j'ai besoin d'avoir un cadre de travail pour pouvoir travailler le mieux possible. Donc il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le centre des médias principal, qui est dans le centre des congrès de Doha,
C'est un bâtiment mais qui est colossal, qui est ouvert 24 heures sur 24 pour la compétition. Et en fait, on se retrouvait à plusieurs journalistes pour travailler là. Et puis ça permet aussi de discuter, mais ça permet aussi d'échanger sur nos ressentis, ce qu'on vit. Et ça permet aussi peut-être des fois de trouver d'autres idées sur des articles, d'échanger aussi des contacts, des sensations. Et donc ça fait qu'au final, on se voit moins qu'avant, mais on se voit toujours. Vous étiez en Russie pour le précédent mondial. En quoi celui-ci est-il différent ? C'est différent par rapport au format de la compétition, comme je l'ai dit précédemment, où en Russie, déjà, il fallait prendre l'avion pour aller voir d'autres matchs. Sauf quand c'était à Moscou, et là on avait quoi ? On avait 1h15, à peu près 1h15, 1h30. Mais même quand c'était à Moscou, on avait dormi sur place, parce que sinon le retour aurait été trop tardif. Donc déjà, c'est différent par rapport à ce format. On reste très basique, mais on garde la même chambre d'hôtel tout au long de la compétition, on ne part pas. Alors qu'en Russie, par exemple, je pouvais avoir 2 chambres d'hôtel réservées pour la même nuit. L'hôtel où on était en permanence et l'hôtel dans la ville où jouait l'équipe de France. Là, non, là, on est resté vraiment sur place. Et puis, encore une fois, il y a tous ces matchs, il y a 4 matchs par jour, ce qui n'est jamais vu non plus, parce que le format de la compétition est plus resserré. L'équipe de France et les autres équipes ont joué tous les 4 jours, alors que d'habitude, c'est tous les 5 jours. Ça paraît pas grand-chose, juste un jour d'écart, mais finalement c'est énorme et du coup c'est pour ça qu'il y a eu autant de matchs. Et en fait tout était fait pour qu'on puisse voir le maximum de matchs. Il y avait des navettes qui nous menaient d'un stade à l'autre, qui nous menaient du centre principal des médias jusqu'au match et qui nous ramenaient ensuite. Donc voilà, je crois que j'ai dû voir 16 ou 17 matchs à peu près depuis le début du tournoi. Je ne suis pas le plus ça, j'ai des collègues qui en ont vu 25 ou 26. Mais voilà, c'est vrai que c'est ça aussi qui change fondamentalement de la Coupe du Monde précédente. On a beaucoup parlé d'esclavagisme, de non-respect des droits humains, d'aberrations environnementales. Comment avez-vous appréhendé ça ? Quand on arrive sur place, on est forcément marqué par tout ce qu'on a vu, lu, entendu, tous les témoignages qu'on a pu recueillir à droite à gauche. Donc finalement, c'est bien de pouvoir arriver sur place pour se confronter à les réalités du pays et voir si ce qu'on a pu apprendre auparavant est vraiment fondé ou pas. Donc il y a après évidemment, on voit ce que l'organisation veut bien nous montrer. Par exemple, j'ai essayé d'aller dans une ville qui s'appelle Dukan, c'est là où le premier puits de pétrole du pays a été trouvé il y a plusieurs années de cela. Par exemple, c'est impossible de rentrer dans cette ville, c'est une ville qui est fermée. Il faut travailler dans Qatar Energy qui administre la ville pour pouvoir rentrer dans cette ville, sinon vous ne rentrez pas. Donc voilà, donc sur les questions des droits de l'homme, c'est vrai qu'on a pu voir beaucoup de gens être employés dans des conditions plutôt délicates, plutôt précaires, j'ai envie de dire. Et après, moi j'ai parlé avec beaucoup de ces personnes qui sont immigrées, 90% qui viennent beaucoup d'Asie du Sud-Est, voire d'Afrique. Et en fait, ces personnes vous disent qu'effectivement c'est dur, qu'elles travaillent beaucoup, qu'elles n'ont souvent, pour beaucoup, n'ont pas de jours de repos à cause de la Coupe du Monde, parce qu'il y a une augmentation du travail qui est logique, mais qu'en 2 ans ici, ça leur permet de rentrer après dans leur pays et d'être à l'abri pendant plusieurs années. Et souvent, elles vous disent qu'elles n'aiment pas leurs conditions de vie, qu'elles n'aiment pas leurs conditions de travail, mais que c'est un sacrifice qu'elles font en connaissance de cause. Et derrière, elles savent qu'elles seront à l'abri, elles et leur famille. La plupart viennent seules, parce que Doha est une ville assez chère pour se loger, notamment. Et donc, elles ne peuvent pas mener leur famille, ni loger leur famille, sinon ça coûterait beaucoup trop d'argent. Mais après, ces personnes-là ne se plaignent pas. Il y en a qui cherchent notre horizon, évidemment, qui aimeraient bien venir en Europe ou partir au Canada, par exemple. Mais malgré tout, j'ai l'impression que toutes les personnes avec qui j'ai pu m'entretenir, se satisfont plus ou moins de ça. Après, sur la question environnementale, ça c'est un vrai problème auquel on est confronté en permanence. Et la climatisation tourne à fond tout le temps, de partout. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, quand on le signale, quand on le fait remarquer, en fait, les gens ne comprennent pas. Pour eux, c'est une habitude. Je suis allé dans le souk aussi, dans le souk de Doha, qui est un souk très propre, qui n'a rien à voir avec tous les autres souks qu'on peut connaître, où c'est un petit peu le dédale de rue qui part à droite à gauche, où il y a des trucs de tous les côtés, des boutiques de tous les côtés. Là, non, là, c'est très carré, très propre. Il y a même des plans du souk qui sont affichés sur les murs. Mais en revanche, on vous donne encore des sacs plastiques. Vous en voulez 10, on vous en donne 10. Il n'y a aucun problème sur ça. Donc voilà, donc au niveau environnemental, c'est quand même très compliqué. Je pense que
personne ne prend vraiment la mesure ici de ce que nous on pense en tant qu'occidentaux. Et d'ailleurs, la pollution sur Doha est assez incroyable. Il y a une espèce de nuage qui entoure les gratte-ciel. C'est complètement hallucinant. Et ça, on voit jamais les étoiles la nuit, par exemple. On voit quasiment jamais la lune parce qu'il y a cette espèce de ciel poisseux qui colle en permanence. Et voilà, c'est assez incroyable. Et je pense que notre raison de ça aussi, outre la climatisation qui fonctionne à fond, c'est aussi le prix de l'énergie. Le prix de l'énergie ne coûte rien. L'autre jour, on était à la station-service, un litre d'essence, c'est 50 centimes. Donc forcément, ça n'encourage pas les gens à prendre le métro, par exemple, ou à avoir des voitures électriques. Voitures électriques qu'on ne voit jamais, par exemple, à Doha. Vous aviez le sentiment d'avoir une responsabilité particulière, de devoir aller voir ce qui se passait dans ce pays ? En fait, j'ai vécu pendant un mois à Doha, donc au jour le jour, avec des gens que je croisais tous les jours, d'autres personnes. Donc après, je ne suis pas allé sur les chantiers, sur les différents chantiers, même si j'en ai vu. Mais quand on reste un mois sur place, parce que finalement, on se confronte aux gens en discutant avec eux, en voyant dans quel monde ils vivent. Même si après, voilà, on ne se retrouve pas dans leur maison, évidemment. Mais oui, ça faisait partie aussi de cette expérience complètement singulière et complètement inédite. Vous avez été bien accueilli en tant que Français ? Oui, j'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Je me souviens qu'un des premiers jours où je suis arrivé, j'ai discuté avec un chauffeur de taxi. Et on commence à parler, vous êtes originaire de France, d'accord, soyez le bienvenu. Il me questionne, il me dit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques en France sur l'organisation du Qatar. Je dis, ben oui, et je commence à lui expliquer pourquoi, et tous les sujets qu'on a évoqués, les droits humains bafoués, les droits de l'homme, les problèmes pour la communauté LGBT, etc. etc. Il me dit, ah d'accord, je comprends. Mais il me dit, vous savez, les gens ont travaillé dur pour que cet événement puisse voir le jour. Je lui dis, mais quand vous pensez aux gens, vous pensez à qui ? Si vous pensez aux Qatariens qui, en fait, eux, ne font que diriger le pays, c'est pas eux qui mettent la main dans le cambouis, entre guillemets. Il m'a dit, non, je pense à tous les gens qui ont travaillé pour que cette Coupe du Monde existe et à ces gens qui ont construit des routes, qui ont construit des bâtiments. Il m'a dit, il m'a fait comprendre que pour eux, on se devait d'avoir une certaine forme de respect et de reconnaissance, quelque part. Oui, une reconnaissance non pas envers l'État, mais envers les Qatariens. Pas les Qatariens, mais pour les gens qui peuplent le Qatar. Parce qu'il faut savoir que les Qatariens ne représentent que 10% de la population, que ce ne sont pas eux qui se confrontent aux difficiles, mais c'est toute cette vague d'immigration qui vient depuis des années, puisque c'est un pays qui se développe à marche forcée avec tout l'argent issu du gaz et du pétrole. Donc voilà, c'était plus une espèce d'hommage à tous ces travailleurs venus du Sri Lanka, venus du Bangladesh, venus d'Inde, venus d'Ouganda, venus du Kenya. C'était plus une pensée qu'il avait pour tous ces gens-là, plus que les Qatariens en eux-mêmes, parce que ces personnes qui viennent pour travailler ont très peu de relations avec eux, et le peu de relations qu'ils ont avec les locaux, ça se passe pas toujours très bien, parce que y a une vraie barrière qui est mise. C'est une société qui est faite de castes. Donc voilà, il y a des vrais ensemble, vous fait vraiment sentir la différence entre ceux qui sont tout en eux et les autres. Dans vos articles, vous racontez que les habitants du Qatar découvrent le football en quelque sorte. Oui, c'est ça, ouais, ça les fait sourire, ça les fait marrer, mais après ils sont pas plus passionnés que ça. J'en veux pour preuve les matchs du Qatar. J'ai assisté aux 2 premiers matchs du Qatar, le match d'ouverture et le match d'après contre le Sénégal. Le stade n'était pas plein, le stade s'est vidé à la mi-temps. Donc ils voient ça d'un œil amusé, ils savent que ça fait partie du plan de développement du pays, que ça fait partie du soft power mis en place par les autorités pour essayer de s'acheter une bonne image et montrer une bonne image du Qatar à travers le monde. Parce que je pense que ce ne sera pas fini, hein. Ils ont raté les Jeux Olympiques de 2032, ils vont essayer d'avoir ceux de 2036. Je pense que la Coupe du Monde n'est qu'une étape. Ils essayent, ils ont tout fait pour que ça se passe du mieux possible, pour que la suite, qu'ils puissent continuer à écrire la suite, notamment avec les Jeux Olympiques cet été. Il y a en revanche une forte mobilisation, une forte présence de supporters étrangers. On a croisé beaucoup de Marocains, on a croisé beaucoup de Tunisiens, mais surtout tout au long de la compétition, on a croisé énormément d'Argentins. Ce qui est d'autant plus remarquable que le pays traverse une crise économique sans précédent, avec une inflation complètement incroyable, complètement folle, de l'ordre de 80%, me semble-t-il. Et malgré tout, il y a sur la finale, il devait y avoir entre 40 000 et 50 000 Argentins. Sur les autres matchs aussi, ils avaient bondé tous les stades, ils avaient assuré une ambiance assez dingue, hein. On avait presque l'impression d'être à Buenos Aires. Donc voilà, et puis c'était difficile de se balader dans Doha sans voir quelqu'un avec un maillot argentin sur le dos.
Donc ouais, il y a eu beaucoup de Brésiliens aussi, mais qui se font beaucoup plus discrets depuis l'élimination du Brésil en quart de finale. Mais voilà, c'est vrai que ça a été une belle fête aussi grâce à tous ces peuples d'Amérique du Sud, à ces équipes aussi du Maghreb qui sont venus pour faire la fête et puis pour représenter au mieux leur pays. Alors que les Français sont étaient nettement beaucoup moins moins présents. nombreux. Il y avait entre 3 et 5 000 supporters français à chaque match jusqu'aux demi-finales. Pour la finale, il y en avait environ 6 000. Je pense qu'il y en avait un petit peu plus, parce que là, c'était juste le décompte de la FIFA et de la Fédération française. Et il y a aussi tous les supporters apparentés, si vous voulez, qui ne sont pas français, mais qui soutiennent l'équipe de France avant la finale. J'en ai croisé un qui venait du Soudan, par exemple, avec qui j'ai discuté, qui avait le drapeau de la France, qui était tout content d'afficher son soutien pour la France. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il soutenait la France. Il m'a dit, mais parce que vous avez une équipe brillante. Donc c'est pour ça que je suis derrière vous. Donc voilà, il y a des Indiens aussi qu'on peut croiser depuis le début de la compétition qui eux sont visiblement tombés amoureux de l'équipe de France depuis plusieurs années déjà. Donc voilà, donc il y a les Français qui viennent depuis la France. Je connais un Marseillais aussi qui était là jusqu'en huitième de finale et qui a décidé sur un coup de tête de revenir pour la finale parce qu'il m'a dit qu'on vit des finales de Coupe du Monde, on ne pouvait pas en vivre tous les jours. Donc il a eu un petit craquage, il a payé le billet d'avion, le prix de place, ça l'a coûté 2 200 €. Mais il m'a dit je me devais d'être là, j'ai raté 2018 parce que j'avais un mariage, mais en 2022 je me devais d'être là. 2 Coupes du Monde et 2 finales pour vous, ce sont des expériences exceptionnelles? Alors deux Coupes du Monde pour la Provence, mais j'en avais fait une autre aussi pour un média dans lequel je travaillais précédemment. C'était il y a quelques années, c'était en 2006, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc c'est ma 3e Coupe du Monde et c'est ma 3e finale aussi, parce qu'en 2006 l'équipe de France était hissée jusqu'à ce stade de la compétition, elle avait été battue par l'Italie au tir au but. Donc ouais, forcément, c'est des moments particuliers qu'on vit. Faire une Coupe du Monde dans une carrière, déjà, c'est vrai. J'en parlais avec des amis et avec mon épouse il y a quelques temps quand je commençais ce métier. Je ne pensais pas que je ferais ça. Là, j'en ai fait 3. C'est presque inattendu, presque inespéré. Donc, c'est vraiment des moments particuliers qu'on vit. Depuis ce matin, je reçois beaucoup plus de textos que d'habitude, bizarrement, en province de France. Donc, ouais, on sent que malgré les différents appels au boycott qu'il y a pu y avoir, on sent que pour la finale, pour les dernières heures, qu'il se passe quelque chose vraiment de particulier. Et nous, on est un petit peu loin, mais on a été un petit peu loin, mais on le ressent quand même. Vous l'avez ressenti, ce boycott? Non, pas au Qatar en tout cas. Au Qatar, il n'a jamais été question d'un boycott. On a pu le ressentir peut-être quand on a vu le nombre de supporters des équipes européennes. Je pense aux Pays-Bas, j'étais vachement surpris de voir très peu de supporters des Pays-Bas. Je pense à l'Angleterre aussi. Lors du quart de finale contre l'équipe de France, il n'y avait entre guillemets que 8000 Anglais. C'est beaucoup plus que les Français, vous me direz. Mais ce n'est pas évident par rapport au quota de supporters anglais qu'on a l'habitude de voir se déplacer pour les Euros ou pour les Coupes du Monde. D'habitude, ils investissent les lieux en masse, ils sont partout, ils accrochent leur drapeau aux 4 coins du stade. Je me souviens même l'Euro 2004 que j'ai eu la chance de couvrir aussi pour un autre média. Ça se passait au Portugal et j'avais assisté à un match un quart de finale entre le Portugal et l'Angleterre. Il y avait plus d'Anglais que de Portugais au stade. Ce qui était tout simplement hallucinant, on marchait complètement sur la tête. Mais voilà, donc du coup c'est vrai que c'est surprenant que toutes ces nations européennes se déplacent si faiblement. Je pense après que le coût du déplacement et puis que là sans doute aussi les appels au boycott, là ils ont joué. Mais par contre pour tout ce qui concerne les pays d'Afrique ou les pays d'Amérique du Sud, là, il n'a jamais été question d'un boycott et ils étaient vraiment très bien représentés, ont été très bien soutenus du début à la fin. Vous êtes prêt à signer pour la prochaine Coupe du Monde? Je sais pas, il faut que j'en discute avec mon épouse d'abord. Si ce serait dans 4 ans, ce sera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce sera encore une autre aventure complètement différente. Et on n'en est pas encore. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Mais après, c'est vrai que ce sont des aventures professionnelles, humaines et personnelles qui sont magnifiques à vivre. Une aventure qui touchait à son terme lundi vers 16h, quand Fabrice Lamperti nous a répondu depuis l'aéroport de Roissy. Fabrice, on ne pouvait pas terminer ce podcast sans quelques mots sur la finale. Qu'est-ce que vous retenez ? Je retiens cette finale complètement folle, ce scénario complètement dingue. On a assisté à une finale de légende entre la France et l'Argentine. C'était tout simplement incroyable, avec l'équipe de France qui pendant 70 minutes était complètement à côté de la plaque, qui se dirigeait vers une défaite inéluctable et puis qui a finalement réussi à prendre son destin en main avec les jeunes qui ont été lancés par Didier Deschamps, qui a essayé très vite de rectifier le tir.
Et puis finalement, ça a porté ses fruits. Ils sont revenus à 2-1, à 2-2. Ils ont arraché la prolongation. On a même cru que après à 3-3, ils allaient finir par l'emporter. Kolo Muani a eu la balle de match au bout du pied. Mais finalement, voilà, c'est l'Argentine qui a réussi à avoir le dernier mot. Et sur ce qu'on a vu sur la rencontre, finalement, c'est pas volé. Même si on peut débattre, on peut discuter de l'arbitrage qui a été catastrophique, de l'arbitre polonais de cette rencontre, même si on peut discuter de l'attitude aussi des Argentins qui n'ont cessé de provoquer et qui n'ont quasiment jamais été sanctionnés. Mais sur ce qu'on a vu, sur la finale, finalement, c'est quand même plutôt mérité la victoire de l'Argentine, même si on espérait autre chose. Ce sacre dans un mondial décrié a-t-il la même valeur que les autres ? Sur le plan du jeu, oui. En revanche, on peut souligner que l'arbitrage a été vraiment catastrophique tout au long de ce mondial. Personne n'a jamais vraiment compris où est-ce que les officiels voulaient en venir à ce niveau-là. Mais voilà, tout ce qu'il y a pu avoir autour n'entache pas la performance sportive des différentes équipes, et notamment de l'équipe d'Argentine qui a réussi à arracher sa 3e étoile. Quelles images vous garderez de ce mois au Qatar ? Du sportif, du non-sportif ? Non, mais je retiendrai l'image d'une compétition agréable à suivre, où on a vu des matchs plutôt spectaculaires, beaucoup de buts, du suspense un peu à tous les étages. Après, oui, il y aura beaucoup de choses à redire sur tout ce qui a été fait. Je pense notamment aux conditions environnementales qui n'ont pas vraiment été respectées avec cette climatisation excessive et permanente dans tous les stades à ciel ouvert. La climatisation n'avait aucun lieu d'être. Mais ça a turbiné à fond pendant tous les matchs, sauf au stade 974 qui n'était pas doté de système d'air conditionné. Mais sinon, voilà, ça a fonctionné à fond et c'est vrai que c'était la plupart du temps, c'était complètement inutile. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Merci à Fabrice Lamperti d'être passé par bande passante malgré un timing très serré. Et à très vite pour un nouveau décryptage de l'actu locale sur laprovence.com ou sur les différentes plateformes.